Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les auditeurs de KTO, bienvenue dans ces conversations littéraires du week-end. Ce mois-ci, après Amélie Nothomb qui le mois dernier nous a parlé du Japon, nous avons un autre écrivain voyageur qui va nous parler d'une autre destination, c'est Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Bonjour maître, merci d'être venu jusqu'à nous. Bonjour Jean-Claude. Et Jean-Christophe va nous parler du Brésil, entre autres, puisqu'il publie en cette fin d'année chez Calman Levy un livre qui s'appelle Sur le fleuve Amazone, qui est à la fois un carnet de voyage d'écrivain, mais qui a une particularité dont il nous parlera aussi, c'est qu'il est illustré d'aquarelles et de dessins du même Jean-Christophe Ruffin qui a tous les talents. Oui, ça c'est vous qui le dites. En tout cas, vous le prouvez dans vos livres et dans un autre dont on parlera après. Ouais. C'est même d'ailleurs, en fait, le but de ce voyage, c'est la première fois que je fais un voyage dans le but, je dirais presque exclusif, de réaliser un carnet de voyage. Parce que jusqu'à présent, je faisais des petits dessins comme ça à droite à gauche, mais là, je suis parti sur le fleuve avec ma petite boîte de couleurs et mes on crayons. vous voit en photo à la fin d'ailleurs. Oui. Alors, cette relation avec le Brésil, Jean-Christophe, quand est-ce qu'elle a commencé et dans quelles circonstances? Parce que vous avez une longue histoire avec le Brésil, c'est pas un hasard ce voyage. Oui, elle a commencé comme souvent les grandes histoires par hasard. C'est-à-dire que j'ai été envoyé à la fin des années 80 comme attaché culturel et de coopération au Kenya, qui n'est pas vraiment en Amérique du Sud. L'ambassadeur n'a pas voulu de moi parce qu'il ne voulait pas d'un médecin et surtout quelqu'un qui avait une formation psychiatrique. Alors, quand je l'ai rencontré, j'ai compris pourquoi. Il avait peur, oui. Il avait peur, oui. Et alors, j'ai été obligé de choisir, en deuxième choix, si je puis dire, un autre pays. Et il ne restait plus à ce moment-là plus grand-chose, puisque tout le monde avait déjà choisi. Et il restait un poste à Recife. Voilà. Et alors, pour moi, Recife, c'était Don Helder Camara, qui était évidemment très célèbre à l'époque, qui était mort déjà, mais qui avait gardé, évidemment, qui était dans toutes les mémoires. Je ne connaissais pas du tout le pays et je me suis dit, bon, bah voilà, je vais essayer. Et je suis arrivé à Recife sans rien connaître. Et ça a été un choc. Ça a été un choc parce que je connaissais très peu l'Amérique latine, je connaissais un peu l'Amérique centrale, pas du tout le Brésil. Et là, il a fallu tout apprendre, c'est-à-dire d'abord la langue, que maintenant je parle couramment, mais que je ne connaissais pas. Et au Brésil, quand vous ne parlez pas portugais, vous êtes vite limité, parce que vous sortez des villes, plus personne ne parle ni anglais, ni français, ni rien. Hein, donc il faut voilà. Et puis s'habituer et essayer de comprendre ce pays qui est tellement gigantesque et tellement multiple qu'on peut passer sa vie en fait à le découvrir. Vous êtes resté combien de temps? Alors je suis resté 1 an et demi à peu près, mais ça a été le début de très nombreux séjours que j'ai continué à faire par la suite. Vous avez bougé là-bas, vous avez eu le temps de découvrir quand même le pays, parce que Recife, c'est un peu excentré par rapport à ce qui se passe. Oui, mais alors j'avais la chance, justement, en étant à Recife, d'être dans ce qu'on appelle le Nordeste, qui est donc cette partie du pays qui est très, très authentique. Parce que c'est vraiment, je pense que pour comprendre le Brésil, pour essayer de l'aborder, le Nord-Est est sans doute le meilleur endroit. Parce que c'est là où les traditions, les cultures sont les plus authentiques, si vous voulez. Et d'ailleurs, tout procède de là. Parce que c'est historiquement, si vous voulez, la présence portugaise, tout le développement du Brésil colonial et tout s'est fait beaucoup à partir de cette région, avec là encore des variations entre la partie côtière qui est un peu balnéaire et ensoleillée, mais puis la partie intérieure, ce qu'on appelle le sertão, c'est-à-dire le désert en fait, hein, la caatinga, c'est ces grands espaces couverts d'épineux avec des gens à cheval qui gardent les troupeaux, etc. Tout ça. C'est le Brésil que chante Lavilliers. Exactement, mais c'est aussi
Enfin, c'est le Brésil historique, si vous voulez, et c'est là, je pense, où c'est là où on peut aborder ce pays. Alors évidemment, après, je suis allé dans d'autres régions du pays, parce que c'est tellement vaste, si vous voulez, vous pouvez faire des heures Oui, d'avion c'est dans un ce pays. sous-continent en fait. Oui, c'est ça. On peut dire pratiquement, c'est même un continent en soi. Et les Brésiliens, d'ailleurs, ont conscience de ça. C'est-à-dire qu'au fond, ils ignorent un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Il y a tellement de choses dans leur pays que, voilà. Et c'est vrai qu'entre l'Amazonie au nord et puis au sud, les régions, par exemple, du Rio Grande do Sul, qui ressemblent un peu à la Suisse, si vous voulez, avec des Allemands qui font l'Oktoberfest, etc. Ce sont des mondes différents. Oui, c'est un millefeuille ce pays en fait, de Oui, civilisation, de religion, de communauté. oui, et d'ailleurs, ils en jouent parce que, au niveau international, ils peuvent se présenter de temps en temps, quand ça les arrange, comme un pays sous-développé, en disant dans le Nord-Est, il y a les émeutes de la faim, il y a les sécheresses, et cetera, voilà. Donc c'est vrai, mais quand ça les arrange aussi, ils peuvent très bien dire: «Mais nous, on est un pays, de haute technologie, on fabrique des fusées, on a, des chaînes de télé, on fait des telenovelas qui inondent le monde», et cetera, et c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment les 2 aspects dans ce pays, et enfin 2 aspects, disons 2 extrêmes, mais il y a bien d'autres aspects, dont l'Amazonie que je connaissais pas. J'avais pas eu l'occasion d'y m'y rendre quand j'ai séjourné là-bas, et c'est pour ça que, voilà, après j'ai décidé de consacrer un voyage spécifique à la forêt. Alors il y a donc cette première expérience en tant que diplomate et ensuite, le Brésil vous a quand même valu votre prix Goncourt Oui, avec Rouge Brésil 2001 par ricochet, j'allais dire. Comment ça c'est s'est fait vrai, cette histoire? parce que, souvent, vous savez, quand on s'imprègne d'un pays et puis qu'on s'en éloigne, c'était le cas parce que j'étais rentré en France, heu, il y a une sorte de réminiscence qui se fait dans l'esprit, et on a envie d'y retourner. Alors d'y retourner physiquement, mais aussi d'y retourner mentalement, et je me souviens que, j'étais revenu, de là-bas avec, des souvenirs, des idées notamment qui m'étaient venues quand j'allais à Rio, parce que pour des réunions, tu sais, j'allais souvent à Rio, et j'avais, été frappé par ce site. C'est-à-dire que quand vous arrivez en avion au-dessus de la baie de Guanabara là, et que vous plissez un peu les yeux, vous oubliez qu'il y a des immeubles, vous oubliez qu'il y a des favelas, vous oubliez tout ça, vous vous dites: «C'est un site incroyable». Qu'ont pu penser les navigateurs européens qui sont arrivés là au XVIe siècle, en venant de leur Normandie natale, ou comment ils ont pu, heu, absorber ce choc, ces moros, ces grands, mornes, on dit, le pain de sucre, le corcovado, tout ça, cette immensité qui se déploie devant vous. Qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir? Et je suis revenu avec cette espèce de pensée très simple, en fait, qui était de consistait à essayer de me mettre dans la peau justement de ces premiers navigateurs, et je pensais très sincèrement que les choses étaient simples, c'est-à-dire que ces navigateurs, étaient arrivés dans un endroit désert. Bon, et puis en tirant ce fil et en m'informant, en faisant un peu d'histoire et en allant lire, tout ce qui était consacré à cette période, je me suis rendu compte que c'était pas désert du tout, la baie de Rio. Avant que n'arrivent les navigateurs français, il y avait des tas de gens, il y avait des tas de choses. Déjà, il y avait eu, des navigateurs individuels qui étaient venus, parce qu'après il y a eu la grande expédition, officielle de 1550, mais avant, il y avait des Normands notamment qui étaient installés dans le nord de la baie. Bon, et puis il y avait les Portugais qui étaient par là, puis il y avait, des naufragés qui vivaient ici ou là, et puis il y avait les Indiens. Oui, qu'est-ce qui restait des autochtones Voilà, déjà? et il y avait les Indiens, et les Indiens, ils étaient encore tous là. Ils ont disparu par la suite parce qu'il y a eu le choc notamment des maladies qui sont arrivées avec les étrangers, mais les Tupinamba, c'était l'ethnie, qui étaient, dans la baie, finalement, autour de la baie, avec, leur chef, Konyambebe, une espèce de grand chef un peu mythologique, en fait. Ils étaient là, et au fond, cette histoire, n'était pas du tout la rencontre avec une nature vierge, des perroquets et des singes, hein, Oui, pas du tout. qu'on aurait pu imaginer. Non, c'était une histoire humaine très riche, et puis, se doublait, cette histoire se doublait d'une histoire interne, si je puis dire,
aux Français qui avaient participé à cette expédition. C'est-à-dire que je me suis rendu compte là aussi qu'il y avait eu en fait dans cette baie et sur cette toute petite île qui existe toujours d'ailleurs, hein, près de l'aéroport Santos-Dumont, on peut la visiter. Maintenant, il y a un fort de la marine dessus, mais enfin elle est toujours là. C'est tout petit et les Français ont réussi à s'entretuer entre eux. C'est-à-dire que notre génie national de la division a donné à plein là-bas, puisque finalement, entre catholiques et protestants, a eu lieu pendant cette brève période de présence française dans la baie de Guanabara, une répétition générale des guerres de Oui, ils ont religion. exporté, Elles ils se ont sont, emporté avec eux les guerres de oui, religion. 20 ans avant, c'est-à-dire qu'ils se sont, avec la violence qu'ensuite on a vue en France avec la Saint-Barthélemy, etc., eh bien, ça s'est en quelque sorte joué avant. Il y a une sorte de répétition générale sur cette petite île. Alors tout ça est extrêmement riche et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de l'écrire sans savoir évidemment que ça deviendrait un prix Goncourt, mais j'avais tout simplement envie de retourner là-bas en racontant cette histoire. Qui est un fiasco, il faut bien le dire. Ça s'est terminé par un fiasco. Pas le Alors, livre, pas le oui, livre, oui, oui, l'histoire c'est ça, oui, elle-même. merci. Oui, alors oui, un fiasco au complet, puisque finalement la présence française a été complètement éliminée. Alors, non pas d'ailleurs que les Portugais vaincus, comme les historiens portugais aiment bien dire qu'ils se sont débarrassés des Français, etc. En réalité, pas du tout. C'est les Français tout seuls Ils qui se sont se sont autodétruits. entretués. Oui, oui. Et ils se sont dispersés. Certains sont restés avec les Indiens, d'ailleurs, sur place. D'autres sont rentrés. Et parmi eux, un de ces protagonistes, assez modeste d'ailleurs, c'était pas quelqu'un de premier plan, est devenu le secrétaire de Montaigne. Et c'est là où l'histoire prend, j'avais dit, sa densité. C'est que ce secrétaire de Montaigne va parler de son expérience à Montaigne, et Montaigne va se passionner pour les Indiens. Les sauvages, comme on Voilà. disait à l'époque, les bons sauvages. Exactement, à tel point qu'il ira au Havre, à Rouen, etc., voir des bateaux qui apportent des cargaisons venues de là-bas, dans lesquels il y a des Indiens qu'on avait emmenés en France. Il va les rencontrer, il va parler à des capitaines de navires, il va se passionner pour ça, et il va écrire, Montaigne, dans ses essais, ce chapitre essentiel qui s'appelle « Des cannibales », dans lequel finalement il installe la figure du bon sauvage. C'est-à-dire que, au fond, cette opération qui avait été lancée par Henri II pour essayer de gratter un petit bout de territoire colonial au milieu de l'Amérique du Sud, donc entre les Portugais et les Espagnols, cette histoire finalement va tourner court du point de vue colonial. Les Français vont être chassés, mais ils vont en rapporter quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, le sauvage, comme on disait, le cannibale, c'était l'horreur totale, eh bien, il était peut-être moins sauvage qu'on ne le croit, et en tout cas moins sauvage que nous. Ce qui fait que cette idée de Montaigne, que le bon sauvage, qui est une espèce de mythe d'une sorte de pureté originelle de ces peuples, qui au fond serait plus raisonnable, plus tolérant, plus civilisé en quelque sorte que nous, eh bien cette idée qui va courir à travers toute la philosophie européenne, évidemment, et qui va nourrir la philosophie des Lumières, Rousseau, etc., elle naît là. Voilà. Et donc tout ça faisait un ensemble cohérent, c'est-à-dire qu'une expérience historiquement catastrophique, parce que cette présence française au Brésil, c'est vraiment pas brillant, hein, mais elle va avoir des conséquences très très fécondes du point de vue des idées. Et en plus, ça nous a donné un magnifique roman, un prix Goncourt qui a fait rêver des générations de lecteurs et qui continue d'être un de vos livres les plus populaires. Oui, alors ça fait partie de ces livres, on pourrait dire increvables, parce ils ne sont pas datés en réalité. Enfin, ils sont datés d'une époque, mais d'une époque, l'époque dans laquelle je situe le livre, mais le livre lui-même n'est pas daté. On peut le lire aussi bien aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et c'est vrai que il a un peu fait date. D'ailleurs, il a créé aussi des polémiques au Brésil. Il se trouve que je suis membre maintenant, j'ai succédé à Jean d'Ormesson, de l'Académie brésilienne des lettres,
qui était fondée Chic. oui, c'est très chic. C'est Dom Pedro II, l'empereur du Brésil, en 1882, je crois, a créé une académie sur le modèle de l'Académie française, avec 40 membres, les costumes, tout. Dont vous êtes membre, rappelons-le, Donc, oui, de l'Académie française. Et traditionnellement, il y a un membre associé de notre académie là-bas. Voilà. Et tout naturellement, après la disparition de Jean d'Ormesson, c'est moi qui ai repris ce flambeau, parce que parlant la langue, je peux plus représenter, disons, notre compagnie là-bas. Donc, je disais qu'en fait, cette histoire de Rouge Brésil a provoqué la polémique parce que les historiens brésiliens n'ont pas exactement la même perception que nous de cette histoire. Ils ont l'impression qu'au fond, la figure centrale, qui est la figure de Villegagnon, qui était le chevalier de Malte qui a conduit cette expédition, ils ont l'impression qu'au fond, c'était une sorte de traître, etc. Ils n'ont pas perçu, comme les historiens européens, notamment Franck Lestringant, qui a écrit là-dessus des choses très importantes, l'ambiguïté de ce personnage, c'est-à-dire qu'il représente ce que Franck Lestringant appelle des moyenneurs, des gens qui sont, au fond, qui sont toujours catholiques. Ce sont des catholiques, c'est un chevalier de Malte, on ne peut pas être plus catholique, mais qui ont une volonté de réforme de l'Église sans aller jusqu'à la réforme avec un grand R et le protestantisme. Il est entre les deux. Il est entre les deux. Et au fond, cette ambivalence, il est aussi un peu humaniste. Il a beaucoup voyagé en Europe. Il entretient une correspondance avec des érudits, etc., des gens qui sont familiers des grandes œuvres de l'Antiquité, etc. Donc c'est vraiment un homme de la Renaissance. Et c'est vrai qu'il va se durcir pendant cette expérience parce qu'il va recevoir l'appui de protestants envoyés par Calvin, que ces protestants vont se conduire d'une façon un peu totalitaire sur l'île, en interdisant notamment la communion, puisque toute la querelle de la transsubstantiation, elle a lieu devant les perroquets, dans le fin fond de la baie de Rio. C'est ça qui est... Alors, ce personnage de Villegagnon va en effet se durcir parce qu'il va en quelque sorte être bousculé comme ça par cette intolérance de ces ministres, comme on disait, protestants qui arrivent théoriquement à son secours, mais en fait qui vont tout l'enfoncer. Oui. Et il revient et il devient un ligueur fanatique et il termine sa vie comme une sorte de bras armé du catholicisme le plus dur. Alors, on va marquer une première pause, Jean-Christophe Ruffin, puisque traditionnellement, dans cette émission, notre invité choisit des musiques. Et vous avez choisi deux extraits musicaux. On va commencer par quelque chose qui, en apparence, n'a rien à voir, qui est un extrait du Trouvère de Verdi, qui est, si mes souvenirs sont bons, Le cœur des gitanes. On va en écouter un extrait, et ensuite, vous voudrez bien nous expliquer ce choix et le pourquoi du comment. Jean-Christophe Ruffin de retour avec nous pour Sur le fleuve Amazone chez Calman Levy. On a déjà parlé un peu du Brésil et puis il y a eu cet extrait. Pourquoi le cœur des gitanes du Trouvère de Verdi ? Alors pourquoi pas Oui, j'entends bien, mais quel est le rapport avec le... Parce qu'il y a paradoxalement... Avec la caipirinha. Il y a chez Verdi, et en particulier dans le Trouvère, et en particulier dans cet extrait, quelque chose qui me fait penser, qui crée un lien, je trouve, avec le Brésil, avec l'espèce de gaieté comme ça du Brésil, et avec surtout ce mélange des peuples. Dans le nord-est, là où j'ai commencé, où
j'ai pris contact finalement la première fois avec le Brésil. Il y a une ville à côté de Recife, juste à côté de Recife, qui s'appelle Olinda. Et à Olinda, les vendredis soirs, il y a un événement comme ça, assez discret, qui s'appelle la Seresta, la sérénade, si vous voulez. Alors qu'est-ce que c'est? C'est à la tombée de la nuit, il y a deux petites vieilles dames qui prennent un violon et qui jouent des airs comme ça, toutes les deux, c'est tout, en marchant. Puis elles arrivent devant une autre maison, et là, il y a un homme qui sort avec une guitare. Et puis, il se met à jouer avec elle. Voilà, toujours des airs comme ça, européens finalement au départ. Et puis ils avancent dans les rues. La rue d'après, devant une autre maison, il y a deux types qui sortent avec des tambours, avec des tambourins. Voilà. Et puis ils continuent comme ça. Et ils traversent la ville et ils ramassent comme ça, au fur et à mesure, avec eux, des gens qui jouent avec des agogos, là, des espèces d'instruments africains, etc., etc. Alors il y a toujours les deux petites vieilles devant. Mais au bout d'un moment, il y a 50 personnes autour qui jouent chacun d'un instrument. Et ces airs, qui pourraient être des airs comme celui-là, si vous voulez, deviennent de la musique brésilienne. D'accord. Donc, richesse culturelle du Brésil. Voilà. Moi, j'ai le souvenir d'une communauté de chrétiens libanais qui est très importante. Oui, bien sûr. Une grosse communauté, je crois qu'ils sont 2 millions, ils sont très 2 nombreux. millions. Et notamment, il y a un très bel écrivain qui s'appelle Milton Atum, Atum, oui. qui est né en Amazonie. Manaus. Il est né à Manaus, qui a Ouais. vécu longtemps. Là, il est à São Paulo, mais c'était une voix. C'est tellement singulier. Je veux dire, le Libanais d'origine, chrétien, famille. C'est son grand-père, je crois, qui est parti pour le Brésil. Ouais. Et francophone, parfaitement francophone. Il a vécu à Paris, etc. Et donc, il écrit de très, très beaux romans, justement, un peu sur ce passage, sur ce brassage et sur la C'est ça. Alors, Milton Atum, c'est vraiment un exemple rare, d'ailleurs, d'écrivain avec cet enracinement amazonien. Parce que disons que c'est surtout le Nord-Est a apporté beaucoup d'écrivains, en fait. C'est Salvador de Bahia, le Sertan, etc., enfin, qui a fourni beaucoup, le gros contingent des écrivains. Après, à Rio, et justement, les fondateurs de l'académie, etc., c'était plutôt des gens qui essayaient de faire une littérature très proche de celle de l'Europe, si vous voulez. Ils étaient très, très influencés par l'Europe. Et finalement, plus on s'éloigne, c'est-à-dire plus on monte vers l'Amazonie ou vers le Nord-Est, plus on tombe sur des littératures, j'allais dire, spécifiquement brésiliennes. Mais toutes, vous avez raison, notamment pour les Libanais, toutes procèdent comme ça de ce mélange de peuples. Parce que le Brésil n'existe pas sans ça, quoi. Alors, dans le Nord-Est, évidemment, c'est le mélange entre Noirs, Indiens, etc., notamment à Salvador, bien sûr. Dans l'Amazonie, c'est un peu plus compliqué, parce que l'histoire de l'Amazonie est plus indienne, reste évidemment plus indienne, mais elle est aussi très portugaise, parce que l'Amazone, le fleuve, a été le point de pénétration de l'influence portugaise. Donc et elle est devenue brésilienne, j'allais dire, finalement, assez tard. Voilà. Donc il y a des spécificités, mais au milieu de tout ça, vous avez une immigration, j'allais dire, mondiale. Parce que vous avez parlé des Libanais, mais on pourrait parler des Japonais aussi. Le premier bateau japonais est arrivé, je crois, en 1908, donc après la guerre russo-japonaise, qui avait été donc un événement absolument considérable. Première victoire, finalement, d'un pays du Sud, en quelque sorte. Et les Japonais sont arrivés. On sait quel bateau est arrivé, avec combien de Japonais il y avait à bord. Et aujourd'hui, ils sont plus de 3 millions. C'est-à-dire que les Japonais du Brésil continuent de parler japonais, mais ils ne l'écrivent plus. Ce qui fait qu'ils ne comprennent pas. Alors, ils ne se comprennent pas forcément très bien, parce que vous savez que dans ces langues, il faut de temps en temps dessiner le caractère pour savoir de quoi on parle. Donc voilà, et ils sont complètement C'est assez fascinant. Brésiliens. Alors, venons-en à l'Amazone et à ce dernier voyage en date donc, que vous avez effectué. Quelle était l'idée de départ? En fait, Et après, il faudra qu'on fasse un peu de géographie, parce que en plus, on est à la radio, on ne peut pas montrer des choses. Non. Il faudra que vous nous racontiez un peu le parcours, parce que j'ai regardé sur une carte, c'est pas lumineux quand même, quand on ne connaît pas bien. Oui, mais c'est... En fait, l'idée est très simple, c'est qu'il y a, je ne sais pas, 6 ans, quelque chose comme ça, j'avais présidé le salon du carnet de voyage qui a lieu au mois de novembre
à Clermont-Ferrand, qui est un endroit absolument magnifique. Ce salon est un lieu vraiment étonnant, avec des carnétistes qui viennent du monde entier, qui font des choses extraordinaires. Et il y a toujours un écrivain qui préside ce salon, un peu de façon honorifique. Et puis il m'avait dit, est-ce que vous faites par hasard des dessins, des carnets? Et en fait, j'en faisais, mais je ne l'avais jamais dit à personne. Alors ils m'ont fait un grand honneur, ils m'ont fait un petit stand avec mes dessins, etc. J'étais très, très honoré. Mais en même temps, j'étais un peu penaud parce que je voyais les chefs-d'œuvre à côté, etc. Moi, je me disais, bon, c'est pas terrible, il faudrait un peu mieux faire, vous voyez. Et surtout, je faisais toujours ces dessins, au fond, dans les marges de voyages qui étaient faits pour autre chose, pour une autre raison. Alors je me suis dit, un jour, ben voilà, je vais faire un voyage pour ça, pour prendre mon temps. Et Oui, ça c'est très important dans votre livre. le La temps. prise de temps, Voilà. lâcher prise, c'est devenu une formule un peu bateau, mais il y a de ça quand même. C'est ça. Ben oui, parce que la photo, par exemple, c'est très très bien la photo, mais la photo, c'est un peu bref et parfois violent. C'est-à-dire, vous arrivez devant quelqu'un, schlac, vous prenez la Oui, photo. vous dites la photo, c'est s'approprier quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est souvent comme ça que les gens le voient, hein. Il y a des endroits, d'ailleurs, on ne veut plus de photos, ou alors on vous demande de l'argent, etc. Mais il y a un côté brutal parce que vous passez, vous prenez la photo, ça prend un quart de seconde et vous partez. Alors que le dessin, c'est tout à fait différent. Il faut s'installer, il faut s'asseoir, il faut prendre du temps. Les gens qui sont là viennent, parce qu'évidemment, ils sont curieux, alors ils sont devant, mais après, ils passent derrière, ils viennent voir le dessin. Ils donnent leur avis, ils rigolent, etc. Vous êtes dedans, vous êtes immergé complètement dedans, et puis ça prend du temps. Vous êtes avec eux. Le paysage, vous le voyez changer, parce qu'entre le moment où vous commencez le dessin, et surtout au Brésil, où le temps change parfois très vite, en Amazonie, pour avoir un orage qui passe, ça va durer un quart d'heure, ça inonde tout, puis voilà, après le soleil revient. Voilà, et vous êtes là. Et alors, je me suis dit, je vais faire un voyage pour ça. Et l'Amazone, c'est peut-être... D'abord, je voulais connaître cette région que je n'avais pas visitée. Puis je me suis dit, au fond, ce fleuve, il va me donner du temps. Parce que c'est 3000 kilomètres. C'est lent, oui, c'est ça. Oui, 3000 kilomètres. Avec des bateaux qui ne sont pas du tout des bateaux de croisière. Pas du tout, je voulais pas. C'est des bateaux... Une espèce de cargo. C'est des autobus. Des autobus, oui. Un peu cargo aussi, mais c'est essentiellement, si vous voulez, il y a des ponts, deux, trois ponts. Des vaporetto. Oui, mais alors il n'y a pas de vitres, il n'y a rien. Il fait chaud, donc il n'y a pas de vitres. Alors il y a des ponts vides, quoi, avec des crochets, et les gens arrivent avec leur hamac. Moi, j'avais mon hamac, alors hop, vous mettez votre hamac. Vous avez vraiment voyagé dans les conditions des oui, locaux, si j'ose dire. Oui, parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Ou alors, il fallait prendre une croisière, machin, mais ça, c'était autre chose. Non, là, j'étais là avec les gens qui transportaient leurs bagages, qui passent d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre. Puis c'est vraiment, il y a des gens âgés qui vont se faire soigner dans un hôpital, il y a des gamins qui partent pour étudier, il y a des familles qui se retrouvent ou qui se séparent. Enfin, c'est très, très, très vivant. Et puis, comme c'est le Brésil, évidemment, c'est aussi très bruyant. Parce que les gens ils viennent avec leur hamac, ils s'installent dedans. Le premier truc qu'ils font, c'est d'allumer la radio, bien sûr, à fond. C'est-à-dire Sinon, c'est pas drôle. Non. Alors, chacun a sa bulle, en quelque sorte, de musique. Sauf que c'est pas les mêmes. Alors vous êtes au milieu, vous essayez de dormir, c'est impossible. Bon, mais ça fait partie du voyage. Et donc vous voyez défiler la rive comme ça. Alors moi je suis parti. Alors vous êtes parti d'où et arrivé où? Alors je suis parti de tout en nord, parce qu'il y a deux branches principales. Enfin il y en a plusieurs, mais disons, il y a deux branches. Quand vous regardez l'Amazone, le fleuve Elle part Amazone. de l'océan Atlantique et elle finit dans l'océan Atlantique. Alors, oui. Grosso modo. Alors, je sais Mais pas il y a des si, branches. je ne sais pas si je vous aurais donné une bonne note en géographie. J'ai essayé de regarder une carte avant de venir. Je n'ai pas tout bien compris. En fait, l'Amazone, qu'est-ce que c'est? Ce sont les eaux qui viennent des Andes, de la montagne andine, si vous voulez, cette espèce d'énorme barrière comme de rocheuse à l'ouest de la cordillère, hein, donc à l'ouest de l'Amérique du Sud. Et donc les eaux qui partent du côté est, si vous voulez, se regroupent et forment une espèce d'immense marigot, en fait, avec très très peu de pente, puisqu'entre Manaus et la mer, il y a à peu près 2000 km. Et je crois qu'il n'y a que 5 mètres
de hauteur de différence. C'est-à-dire que c'est tout ça, Donc c'est lent. c'est oui, alors ça diffuse un peu comme la Seine, etc., mais sauf que c'est dans des proportions absolument gigantesques. C'est-à-dire ça fait des méandres et tout ça, des îles, ça s'étale et voilà. Alors il y a 2 branches principales. C'est une qui vient du nord, vers la Colombie, frontière de Colombie-Pérou. Bon, et là, les eaux sont noires pour une raison hydrologique. Enfin, ça tient à la présence de petites algues particulières qui pourrissent un peu dans l'eau. Et l'eau est noire. Et comme elle est noire, elle fait miroir. C'est-à-dire qu'elle reflète le ciel de façon incroyable. Vous ne savez pas si vous êtes dans les nuages ou dans l'eau. C'est ce qu'on appelle le Rio Negro, le Rio Noir, hein, justement, jusqu'à Manaus. Puis à Manaus, il y a l'autre branche, celle qui arrive de la frontière du Chili, qui là Chili-Pérou, qui là en fait enfin, ce sont des eaux alluviales pleines de limon. Il y a des troncs d'arbres qui flottent, et ça, ce sont des eaux marrons qui sont pas du tout, qui reflètent plus du tout le ciel là. Et alors, elles se regroupent, elles se réunissent devant Manaus. Voilà. Et sauf que ces eaux, et ça c'est très émouvant, je dirais, ces eaux différentes, elles ont des températures différentes, elles ont des couleurs différentes. Elles vont pas se réunir tout de suite. Il faut 15 kilomètres à peu près. Pendant 15 kilomètres, elles vont s'affronter comme ça. Et si vous y allez avec une petite barque, vous mettez votre main d'un côté, c'est froid et c'est noir, etc. Et puis vous tendez la main et à 30 centimètres de là, vous mettez la main de l'autre côté, là où c'est marron. Et là, c'est chaud et c'est différent. Et les 2 eaux ne se mélangent pas. Jamais. C'est un encontro das aguas, ça s'appelle la rencontre des eaux. Et ça se passe devant. Si, ça finit par se mélanger. Et c'est évidemment l'eau la plus moche qui va dominer, parce que la pureté du Rio Negro va se troubler avec les alluvions de la cordillère. Et l'Amazone, à partir de Manaus, devient marron. Voilà, mais pas tout de suite. Il y a d'abord cette espèce de résistance. Voilà. Alors le morceau que vous avez visité, exploré, dépeint, c'est quel morceau alors? Alors, moi, Vous je partez suis d'où? parti Vous sur allez Rio où? Negro. Je suis parti sur Rio Negro Oui. parce que justement, sur les Avec le bled conseils. le plus pauvre du Brésil, vous dites, c'est ça? Oui, c'est parce que ces eaux froides et noires, en fait, elles sont pas tellement fertiles. Les eaux limoneuses, c'est un peu comme le Nil, quand elles débordent, elles fécondent tout ce qu'il y a autour. Les eaux noires du nord, là, elles traversent des régions assez pauvres. Et j'ai donc commencé là. San Gabriel, c'est ça? San Gabriel da Cachoeira, c'est-à-dire, Cachoeira, ça veut dire chute, chute d'eau. Mais là-bas, plus spécifiquement, c'est en fait ce qu'on appellerait, nous, des rapides. C'est-à-dire qu'il y a un point, quand vous remontez vers l'amont, où vous ne pouvez plus aller avec des gros bateaux, parce qu'il y a des pierres. Voilà. Donc, il faut prendre des pirogues à ce moment-là. Donc, moi, je suis allé jusque-là en avion. Parce qu'il y avait un choix, c'est soit descendre, soit remonter le fleuve. Hein, voilà. Je voulais pas le remonter parce que je trouvais que Remonter, ça veut dire partir de la mer et partir de la mer et remonter jusqu'aux jusqu'à sources. Manaus, Voilà. aux sources. Et là, il y avait un côté, vous voyez, exploration un peu rude, un peu de parcours des conquérants. Voilà. Moi, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais descendre, me laisser porter par le courant. Quand vous partez le plus haut possible, plus au nord possible, voilà, je suis allé. Donc, San Gabriel, c'est vraiment le bout. Après, on entre dans des zones de la forêt qui sont d'ailleurs un peu compliquées, parce que c'est des coins de trafic. Hein, la Colombie, les trucs, les voisins autour, c'est pas non C'est plus. pas une région très stable. Non. Il y a des trafics de partout. Il y a des bandes armées, tout ça. Enfin, ça devient un peu crayant. Mais bref, donc partir de là et me laisser porter par le courant sur 3000 km. Alors en changeant de bateau, bien sûr, parce que les premiers bateaux sont assez petits, parce qu'il y a un tirant d'eau forcément assez faible. Hein, le fleuve est encore petit à cet endroit-là, même s'il est suffisamment profond pour être navigable. Puis après, on s'arrête, on change de bateau, on prend un bateau plus gros.
Puis à la fin, quand on arrive vers Belém, à la fin, vers C'est l'embouchure, paquebot, là. ah bah c'est des énormes trucs, ouais, et puis il y a des voitures dedans, enfin il y a de tout, voilà. Mais c'est toujours une circulation locale, quoi. Combien de temps vous avez passé? Bah, en tout, sur le voyage, c'était à peu près 2 mois, mais 2 mois? ouais, mais je me suis arrêté. Je suis pas Vous resté avez 2 été mois sur le malade? bateau. Oui, j'ai été Vous avez malade, trouvé le moyen. oui, je pense que j'ai attrapé le covid, au tout début, en fait, puisque Manaus a été frappé, les par un covid, très, très grave et beaucoup de morts, notamment dans les populations indiennes qui étaient peu immunisées. Et puis non, puis alors on s'arrête, il y a des endroits où on s'arrête, c'est en fait, et c'est ce que je raconte dans le texte, si vous voulez. C'est un parcours qu'il faut faire en partie évidemment par le bateau, mais qui est riche des escales, de toutes les escales Oui, qu'on vous êtes fait. vraiment imprégné par le pays. Et puis, cette connaissance de la langue que vous nous signaliez au début est fondamentale, Ah bah ça évidemment, change parce que tout. si vous ne parlez pas la langue, Ah non, mais là, c'est pas possible. ça change tout parce que le contact avec les populations n'est pas du tout le même. Même si ce sont, pour la plupart, des populations indiennes qui ont souvent leur propre langue, enfin, mais ils parlent tous évidemment portugais. Et le Brésil est un pays très unitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le portugais du nord est le même que celui du sud. C'est pas comme l'Italie où vous avez Il n'y des a pas de dialecte. variations. Non, c'est vraiment la même langue, donc vous pouvez la parler partout, on vous comprendra partout. Et c'est comme ça, c'est avec comment dire, avec les escales qu'on comprend aussi l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, une des richesses de l'Amazone, c'était le caoutchouc. C'était les EVA. Que pendant longtemps, on ne savait pas ce qu'on faisait avec le latex. Et puis, il y a eu ces inventions là, de Dunlop, etc., la vulcanisation et tout. Et on s'est mis à importer des EVA. Et alors, c'est assez touchant de voir tout ce que a généré cette richesse éphémère du caoutchouc, puisqu'il y a des Anglais qui se sont saisis des cosses d'EVA et qui ont planté ça en Malaisie et finalement qui ont volé. Les Brésiliens s'en sont pas remis d'ailleurs aujourd'hui, hein. Ils continuent à vous fouiller à la douane pour savoir si vous Si vous emportez. transportez un pneu. Ouais. On va marquer une deuxième pause, Jean-Christophe Ruffin, si vous voulez bien. On va rester au Brésil puisque vous avez choisi un extrait de la musique de Aguirre ou La colère de Dieu, le grand film de Werner Herzog, avec Klaus Kinski qui campe un conquistador qui finit complètement cintré comme le Ville-Gagnon dont vous parliez tout à l'heure. On va écouter l'extrait et ensuite vous nous expliquerez ce choix qui est assez logique, il faut bien le dire. On les entend marcher, Jean-Christophe Ruffin, ces conquistadors dans la jungle de l'Amazonie, Aguirre ou La colère de Dieu, Werner Herzog. De qui est la musique ? Je ne sais pas. Voilà, mystère et boule de gomme. Oui, je ne sais pas. Nos auditeurs chercheront et trouveront. Oui, j'espère. En tout cas, je ne suis pas très féru de musique et je ne sais pas du tout. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'évoquer ce film, surtout, parce qu'il rappelle quelque chose qui finalement reste présent dans l'inconscient, notamment des Brésiliens. C'est le caractère mystérieux et hostile et fascinant en même temps de la forêt. C'est une espèce d'appel de la forêt, comme aurait dit Conrad. Mais c'est un appel qui exige le combat. Et dans tous les débats qu'il y a en ce moment sur l'Amazone,
sur l'Amazonie, je veux dire, savoir la déforestation, etc. Les Brésiliens ont un point de vue très, très particulier parce que nous, on veut préserver la planète, préserver la forêt, etc. Et bien sûr, on a raison, mais les Brésiliens, pour eux, l'Amazonie, c'est d'abord une espèce de nouvelle frontière. C'est quelque chose, c'est une espèce d'obstacle qui a été mis devant la progression de la civilisation, finalement. Et ils ont toujours cette espèce de mémoire comme ça, au fond, du combat qu'il a fallu livrer pour pénétrer dans cette forêt, pour la dominer. Voilà. Et finalement, ça se termine toujours mal, cette histoire, parce que la forêt finit par vous ensevelir, soit par elle vous vous bouffer. tue, soit c'est vous qui la déboisez. C'est ça. Et cette vision, évidemment, c'est celle des conquistadors. Alors, c'est plus d'actualité, ce que vous voudrez, d'accord. Mais c'est resté, je pense, dans l'inconscient des Brésiliens. Je me demandais, en vous écoutant, il n'y a pas eu de film adapté de Rouge Brésil? Il y a eu une série télévisée. Une série télé. Qui a été faite en plusieurs épisodes. C'est une grande superproduction internationale avec les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'était les moyens qui étaient donnés. Les inconvénients, c'était que dans ces montages internationaux, c'est un peu l'ONU, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un Canadien, un machin, etc. Et il y a peut-être, je pense, je n'ai pas participé au scénario, petite faiblesse du côté du scénario, ce qui fait que il n'est pas impossible qu'on reprenne, un peu pour parler là-dessus, cette idée en film, c'est-à-dire un vrai film, avec un vrai film et avec un scénario peut-être plus resserré et qui insiste plus sur ces enjeux un peu philosophiques, si vous voulez, qu'on évoquait tout à l'heure. On a un scoop. Oui. Alors, sur le fleuve Amazon, donc ce carnet de voyage au Brésil, avec des dessins et des aquarelles, c'était pas une première, puisque, si mes souvenirs sont bons, vous avez publié chez Gallimard, après votre livre sur le pèlerinage de Compostelle, qui est un de vos livres les plus connus aussi, et les plus intéressants, et les plus beaux, vous avez publié une version avec vos dessins, du coup. Alors, comment ça s'est fait, il y avait cette histoire? des photos qui étaient faites par un de mes amis d'ailleurs. Il y a eu, oui, en fait, le pèlerinage de Compostelle, si vous voulez, c'est un voyage que j'ai fait. J'allais dire, pour moi, pas du tout dans le but d'écrire quoi que ce soit. Donc, j'ai pris quelques photos, j'ai fait quelques dessins, etc. Bon, c'est d'ailleurs ces dessins qui avaient été exposés à Clermont-Ferrand, là. Ça s'appelle Immortelle Randonnée, je rappelle. Immortelle Randonnée, voilà. Si vous voulez, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le texte de ce voyage sur l'Amazone, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je n'ai pas pris de notes, comme je n'en avais pas pris sur le Compostelle. Et je crois beaucoup, moi, à un rôle positif, constructeur, je dirais, de la mémoire. Il faut laisser les choses disparaître, oublier. Et puis, quand on les évoque, c'est ce qui s'est passé pour Compostelle, plusieurs mois après mon retour. Les choses importantes sont là, c'est-à-dire parce qu'elles sont connectées avec un affect. C'est un moment où on a été heureux, où on a eu peur, où on a eu froid. Il y a quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, les souvenirs reviennent, les souvenirs importants reviennent. Et là, c'est pareil, je n'ai pas pris de notes. Les seules notes que j'ai prises, c'est les dessins, en fait. Voilà. Et quand j'ai voulu reconstituer ce voyage, c'est vraiment le même procédé, au fond, que pour Immortelle Randonnée. C'est pas le même voyage, bien sûr, mais c'est le même procédé. Je me suis laissé guider comme ça par les souvenirs, par les affects, etc. Et bon, la différence, effectivement, par rapport à ce que vous soulignez, c'est que là, le lien entre l'image et le texte se fait immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de publication de ce texte avant. Oui, puisque c'est lié, le projet est lié avec les deux médiums dès l'origine. Techniquement, vous avez appris à dessiner, vous avez appris à faire de l'aquarelle, ou vous êtes un autodidacte? Non, je suis un autodidacte. J'ai toujours aimé dessin. J'aime beaucoup. Il y a aussi beaucoup de dessins noir et blanc. J'aime
j'aime beaucoup dessiner. J'ai un petit handicap, c'est que, d'ailleurs, j'ai pas fait le service militaire à cause de ça. Je vois pas forcément très bien les couleurs. C'est Euh, pratique pour les aquarelles. ouais, notamment le vert. Alors, c'est pour Ça ça tombe qu'il y bien a, avec l'Amazone. voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup pour la forêt, si vous voulez, je les ai représentés plutôt en dessin parce que je me paume un peu dans les verts. Voilà. Mais, et puis j'aime pas le vert de façon générale. Bref, enfin, c'est peut-être parce que justement je le vois pas. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà. Mais c'est pas plus mal de temps en temps de se laisser emporter par la technique, je dirais. Mais l'aquarelle, c'est à la fois extrêmement compliqué. Moi, je prétends pas maîtriser du tout cette technique parce que la vraie aquarelle, c'est vraiment une chimie de l'eau sur le pigment, etc. Moi, je fais une aquarelle sèche essentiellement qui ressemble plus à de la gouache en fait. Voilà, donc en gros ce que je peux, quoi. Personne ne m'a jamais appris, mais je pense que j'ai une appétence naturelle pour ça. J'ai dédié ce livre à ma mère parce que c'est elle euh, qui m'a au fond porté vers ces arts du regard, en fait, qui m'a fait connaître un peu ce monde des arts graphiques, qui m'en a donné le goût de les voir, de les connaître, et puis le goût de les pratiquer moi-même. Voilà. Mais à la grande époque, j'allais dire, des écrivains voyageurs, etc., tout le monde dessinait. Oui, Les Anglais du 18e, 19e, etc., tous les égyptologues, etc., étaient eux-mêmes, absolument. sans parler de l'immense Vivant Denon, mais Demande ils non, avaient, ils c'était avaient bien tous sûr. ces talents. Oui, ben, à des degrés divers, mais c'est vrai que d'abord, il n'y avait pas de photos, donc il fallait conserver ses souvenirs autrement. Et puis, je pense que le dessin faisait partie d'une forme de culture, comme on apprenait aussi à taper un peu sur un piano. Enfin, voilà, il y avait, on acquérait des rudiments d'un peu tout. C'était normal. Aujourd'hui, le dessin. Bah, je sais pas d'ailleurs comment il est pratiqué dans les écoles. Moi, je sais qu'on m'a jamais tellement encouragé à l'école pour ça. C'est toujours en dehors que j'en ai fait. Euh, mais j'ai toujours aimé ça et je trouve il y a une souplesse. Si vous voulez, une petite boîte d'aquarelle, ça doit mesurer 10 centimètres de large. Les petites boîtes Sennelier, là, pour faire de la pub. Mais vous avez ça et vous êtes le roi du monde avec votre truc, Oui, avec c'est trois léger. pinceaux. C'est pas comme la boîte Ah bah non, à c'est pas la boîte couleurs, les d'un. tubes d'huile, Non, bah voilà, etc. Ça, l'huile, peinture à l'huile, c'est plus difficile. c'est un déménagement, oui, c'est ça. Mais non, mais enfin, oh, ça sèche pas, on s'en fout partout, c'est pas possible. Tandis que l'aquarelle, surtout avec les pinceaux modernes, les pinceaux à réservoir et tout ça, voilà, c'est très simple, c'est très léger. Et vous n'écrasez pas les gens avec votre matériel, vous Oui, c'est commencez discret, pas c'est à bah oui, léger, vous n'arrivez c'est pas avec votre gros chevalet là, vous emmerdez pousse-toi tout le que je monde. mette mon Non, chevalet. non, c'est très discret, vous vous asseyez dans un coin et alors les gens arrivent. Ça, moi, je me souviens, j'en ai fait en Chine, par exemple. Les gens venaient, alors je leur disais, mais mettez quelque chose dessus. Alors, ils faisaient des idéogrammes et tout ça sur mes dessins. C'est-à-dire que c'est un formidable moyen de prendre contact avec les gens qui Oui, sont alors que la autour de photo vous. repousserait plutôt, parce que si vous commencez à sortir votre appareil, c'est plus Oui, il y a quelque chose compliqué. ça, moi, je l'ai vu beaucoup en Afrique, c'est-à-dire que les Africains veulent plus, à beaucoup d'endroits, vous prenez quelqu'un en photo, vous faites engueuler, Parce qu'il y a quoi. l'histoire de l'âme. On disait que En plus, prendre oui, quelqu'un en photo, c'était lui voler lui son voler âme. Mais il y a son beaucoup de âme. pays Ouais. où c'est pas Mais possible. personne n'aurait l'idée de vous dire ça quand vous faites un dessin. Ouais, vous volez l'âme de personne. Et puis en plus, ils viennent voir, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'il y a sur le papier. Voilà. Et c'est vrai que ça. Il y en a qui vous les demandent, comme des autographes. Oui, mais alors bon, On peut là, pas on distribuer, n'en finit plus, là, non. non, parce que j'ai un livre à Euh, faire. c'est ça. Non, mais non, mais ils admettent bien qu'on reparte avec. Mais d'ailleurs, la photo que vous avez sous les yeux là, où on me voit C'est en donc train. pour nos auditeurs qui n'auraient pas tous le livre déjà, c'est donc à la fin de l'album, on vous voit au travail Ouais, face à une espèce de jardin là, passer à San Gabriel da Cachoeira, je suis en justement. fait pas, c'est pas un jardin, c'est au bord de la mer, de la mer, au bord du fleuve, je veux dire. En fait, devant moi, il y a des bateaux Ah, il faut vraiment et alors, ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est que je suis entouré de gamins. Euh,
des petits Brésiliens très très indiens de traits, etc. Il y en a 4 ou 5 autour de moi. Alors là, on les Là, voit vous pas. êtes très sérieux, très absorbé dans vos Ouais, mais en dessins. fait, il y a des gamins devant et qui m'entourent. Et je vous montrerai si ça vous amuse l'autre côté de la photo prise de l'autre côté où je suis vraiment entouré d'une toute une bande de gamins qui rigolent, enfin voilà. Et c'est très sympa. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ni quand on fait le texte, ni quand on fait de la photo. C'est vraiment le dessin et c'est ça qui était le bonheur de ce voyage. Est-ce que vous en avez d'autres en magasin, j'allais dire? Du même Bah, genre? pour l'instant non, mais on va voir déjà ben, si mes lecteurs aiment bien ce genre de choses. Moi, je l'ai fait un peu comme pour l'instant un pas de côté, si vous voulez. Pas le récit de voyage, parce que le récit de voyage, il a sa cohérence en lui-même, et là, je pourrais en faire d'autres. Mais ce procédé de faire à la fois les images et le texte, si vous voulez, on va voir si ça trouve son public. Moi, je le referai sûrement, mais Compostelle, ça avait été un gros succès. oui, Compostelle, Immortelle randonnée. oui, oui. Mais en fait, les lecteurs adorent ces livres de voyage, ces récits de voyage. C'est quelque chose qui est assez nouveau dans la littérature française. Les Anglais faisaient ça, Sterne, etc., depuis très longtemps. Nous, finalement, on est en train de redécouvrir ça avec... Alors, ça fait déjà un moment, mais Jacques Lacarrière, évidemment Sylvain Tesson aujourd'hui, mais Théodore Monod, etc. Et moi, je m'inscris avec ce livre un petit peu dans cette veine, c'est-à-dire de la littérature de voyage. Mais la nouveauté, la singularité, c'est ce lien avec l'image. Voilà. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que je renouvellerai, j'en sais rien. En tout cas, je continuerai à emporter mes petites boîtes d'aquarelle quand je voyage. Ce qui est intéressant, c'est que le projet a été conçu en mêlant les deux techniques. Voilà. C'est pas quelqu'un qui publie ses carnets puis il y a des dessins dedans. Non, C'est vraiment pensé à l'avance. c'est ça. C'est ça. Mais il faut dire que c'est plus facile peut-être sur l'Amazone parce que quand vous êtes sur ces bateaux, vous n'avez positivement rien à faire. C'est-à-dire que c'est quand même vous avez parlé de lâcher prise tout à l'heure, c'est plus que de lui lâcher prise. Vous êtes aux limites du coma. Enfin, parce que vous êtes là pendant des heures et des heures à voir défiler la berge. Et d'ailleurs, faut un peu chercher pour trouver des sujets, parce que sinon c'est un Rothko gigantesque, c'est-à-dire c'est une bande bleue, une bande verte et une bande marron. C'est ça l'Amazone finalement. Et surtout quand on voit pas les couleurs. Et voilà, en plus. Jean-Christophe Ruffin, ça va être le mot de la fin. Il nous reste à vous remercier. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « Sur le fleuve Amazone, carnet de voyage ». C'est chez Calman Levy, en vente dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Et beau cadeau de Noël. Et puis, on vous remercie. On vous attend pour votre prochain voyage et on a envie de partir avec vous, évidemment. Merci encore. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.